question. Alors, je voudrais d'abord dire que l'industrie en général, et l'industrie minière en particulier, est victime de son image historique. Effectivement, le monde a connu des pollutions, des accidents historiques qui ont défrayé la chronique et tout. Mais il y a quand même une mouvance depuis quelques décennies maintenant qui est venue des scientifiques et de la société civile qui ont entraîné une révision des codes industriels, des codes miniers en particulier. Et il y a quand même des efforts qui sont faits depuis longtemps. Moi, j'ai connu l'industrie minière il y a 30 ans. On rejetait un peu n'importe quoi dans la nature. Il fallait corriger cette image. Et cette image reste dans la conscience populaire. Donc, il y a des efforts qui ont été faits. Mais j'estime qu'aujourd'hui, malgré tout cela, malgré qu'on a mis dans les codes, notamment le code déjà de 2002, mettait toutes ces contraintes, notamment environnementales et autres, il y a encore pas mal d'efforts à faire. Je vais citer quelques cas ici, ou plutôt pour distribuer un peu des bons points de quelques autres un peu moins bons. En commençant par l'industrie elle-même, l'industrie minière, j'estime qu'elle ne communique pas assez. Et pas vers le public cible qui doit être la masse populaire. Pourquoi on ne donne pas des chiffres? Moi, j'étais frappé par exemple que la séance inaugurale, on parle ici, on est dans un milestone important, 20 ans de cet événement important pour le pays. Il faut qu'on donne des chiffres aux gens. Qu'est-ce que l'industrie minière apporte? Moi, je consulte par exemple les chiffres de la Banque nationale. Je vois que l'industrie minière contribue plus de 95% des ressources en devises du pays. Combien de personnes connaissent ça? On doit dire qu'est-ce qu'on rejette dans la nature par ces industries. Tout ça, ça doit être transparent pour que l'image puisse être améliorée. Les médias et la société civile jouent son rôle, mais je pense que là aussi, ils doivent faire l'effort de pouvoir aller vers les miniers qui doivent leur donner la bonne information pour communiquer. Vous savez, il y a un mois, il y avait une conférence à Bruxelles qui parlait des minéraux stratégiques de la RDC. Et quand vous prenez la fiche annonce, sur la page, on ne montre que des images d'artisanat. Parfois, à l'extérieur, les gens pensent qu'il n'y a que ça qu'on fait dans le pays. Je dirais, M. Chitama, que l'audit permet exactement de réduire la méfiance contre les parties prenantes, en donnant une assurance, en rassurant les parties prenantes à chaque contrat, ou soit dans une entreprise, tout comme les communautés environnantes, que les informations remontées par les entreprises minières, dans le cas précis, sont exactes et donnent exactement l'image fidèle de la société. Et cela peut rassurer, que ce soit l'État congolais sur les redévances, tout comme les communautés environnantes, sur la redevance qui leur est dédiée pour le développement communautaire. Et je pense qu'il faut aller un peu plus loin, comme le disait le professeur, comme M. Siri, c'est qu'il faut vulgariser l'information. J'ai l'impression que la communauté n'a pas connaissance exactement et c'est que les sociétés minières allouent à la communauté pour son développement. Et je pense que c'est là important parce que ça permettra à la communauté de voir combien a été exactement alloué au projet de développement communautaire pour essayer de palper cela ou de confronter cela à la réalité sur le terrain. Et ce n'est qu'en ce sens-là qu'on saura où se situent exactement les problèmes. Est-ce que c'est vraiment les sociétés minières ou bien le problème se situe dans la gestion même des fonds qui sont alloués au développement des communautés environnantes? Justement, à propos des investissements dans les projets communautaires, Monsieur Motobo, vous qui êtes patron d'une société minière, pensez-vous que les communautés perçoivent correctement et apprécient les investissements que vous faites dans le cadre de la loi, ou alors c'est un problème de stigmatisation et de manque de communication, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets? En effet, est-ce que les communautés perçoivent ce qui va être payé? Je dirais d'entrée de jeu, oui. Qu'est-ce que les communautés perçoivent? Les communautés perçoivent le 0,3% que nous payons sur notre chiffre d'affaires
au titre justement de la rédevance minière. Et lorsqu'ils reçoivent cela, les dotations ont été créées un peu partout. Et toutes ces dotations font que cet argent est capté. Donc ça, c'est l'un des bras qui reçoivent. Autre chose que les communautés reçoivent, dans la rédevance que nous payons, il y a une partie qui est retrocédée directement à la base au niveau des entités territoriales décentralisées. C'est géré directement par les chefs coutumiers. Qu'est-ce que les communautés reçoivent d'autre? Nous avons le cahier des charges qui est négocié directement avec ces communautés. Ils le perçoivent et ils gèrent ensemble avec les différentes commissions. Mais le problème se pose au niveau, à plusieurs niveaux. Un des niveaux, c'est que la rédevance qui est perçue, par exemple, vous allez vérifier, beaucoup de chefs coutumiers la gèrent mal. Et cette rédevance, il n'y a pas une rédevabilité, il n'y a pas de mécanismes qui font que les chefs coutumiers, on peut aller vers eux, nous sommes africains, il y a des chefs de fois qui vous menacent, qui vous disent, ils vous disent des choses un peu comme ça, et ça complique deux fois la donne au sein de communautés. Ça, c'est d'une part. D'autre part, la dotation, on a vu comment les comités se sont installés. C'est aussi un gros souci qu'on accuse au niveau de ces communautés. Malgré tout cela, la plupart des sociétés minières, nous avons des contributions volontaires. Je donne l'exemple de Kibali. En plus de la dotation, de tout ce qu'on a cité, nous investissons dans le projet agro-pastoraux. Nous investissons le café. Nous investissons dans le tourisme en important par exemple des rhinocéros que nous plaçons dans le parc de la Garamba pour stimuler. Nous investissons dans beaucoup d'autres projets. Mais l'autre problème, c'est aussi l'adéquation entre les attentes de ces communautés et les moyens qui doivent y entrer. Nous déversons ce que nous devons déverser, mais les problèmes du développement en RDC c'est tellement important que l'argent que nous faisons comme contribution devient insuffisant dès lors que le partenaire, qui est le partenaire étatique, des fois ne vient pas en aide. Je donne des exemples encore simples. À Ouacha, lorsque vous allez de 2010 jusqu'en 2018, et je le dis ici, s'il y a quelqu'un qui est du terroir, il peut me contredire, je n'ai pas vu une seule école construite par l'État. Je n'ai pas vu un seul dispensaire construit par l'État. Nous avons eu la Covid. Je ne dis pas que nous ne devons pas faire le travail. Nous avons été très actifs, non seulement dans les zones où nous travaillons en Kibali, mais jusqu'à Kinshasa. Mais les communautés attendent des choses de base, ces services sociaux, les hôpitaux, les centres de santé, les sources d'eau. Si la société minière qui est implantée dans la zone fait ce qu'elle peut faire avec les moyens, dans les cadres juridiques et réglementaires, il faudra aussi que l'État, de l'autre côté, fasse sa part. Si cette part ne vient pas, comme je le dis, ce n'est qu'après 2018 qu'aujourd'hui, je vois des écoles construites par l'État à Ouacha. Mais jusqu'avant 2018, je n'en connais pas. Centres de santé, hôpitaux, même la RL26 que nous avons construite, par exemple, vous faites la route, mais le Fonds national pour l'entretien routier vient s'installer sur la route, il récolte la taxe pour l'entretien de cette route, il ne fait pas l'entretien, puis il revient à vous, vous repayez, vous refaites cet entretien, et au finish, quand vous êtes le plus proche de cette communauté, la pression tombe sur vous. Vous devenez l'État. Vous devenez justement celui qui va répondre à tous les problèmes, et comme la situation sociale ne s'améliore pas, la pression est absorbée justement par l'acteur que vous êtes, l'acteur minier. Et si on peut vraiment améliorer et avoir les interventions étatiques de manière vraiment importante, avec les choses dans les secteurs que j'ai cités là, je crois que ça pourra beaucoup aider. Comme vous le savez que depuis notre avènement à la tête de Saint-Mapé, nous n'avons pas cessé à le faire cette plaidoirie auprès des institutions, la haute hiérarchie. Ce qui fait que notre passage au niveau, la province de Doualaba, le chef de l'État l'a évoqué lors du conseil de ministres. L'artisan minier congolais doit être accompagné. Il doit être accompagné pourquoi? Parce que ça impacte la population et la communauté locale. Aujourd'hui, ce n'est pas démontré
c'est une activité qui est au centre du débat. Nous venions de l'Accra, au Ghana, où nous avons essayé de changer nos expériences par rapport à ce que nous avons innové à la tête de ces services phares. Et comme vous le savez que le code minier et le règlement minier, aujourd'hui, nous donnent la possibilité de faire notre travail. Nous avons des labos intégrés. Et ces labos, c'est ça l'outil de travail qui nous permet d'expertiser tous les produits marchands qui sont destinés à l'exportation. Le labo est situé au centre de Negros de Moussonpo, simplement parce que l'objet premier était d'encadrer les produits miniers marchands d'origine artisanale. Mais bon, comme c'est un laboratoire, nous l'avons étendu à l'encadrement de produits miniers d'exportation. Et donc, ce labo a été implémenté de coulant de la vision managériale de l'actuelle comité de gestion pour avoir un outil qui permet d'encadrer toutes les opérations minières. Spécifiquement, notre labo, il est d'un type spécial. Nous faisons l'analyse complète des produits miniers marchands, c'est-à-dire la détermination du produit majeur et aussi de sous-produits qui accompagnent ce produit majeur et qui peuvent être valorisés. Et nous faisons l'encadrement efficient de tout produit minier marchand qui est destiné à l'exportation. Nous faisons des analyses complètes qui consistent à déterminer, comme je l'ai dit, le produit majeur et les sous-produits. Et pour votre connaissance, nous déterminons le sous-produit qui sont valorisés, que l'on va valoriser. C'est le cas d'Equipo, Corporation. Nous taxons non seulement